Nous allons maintenant apprendre comment générer ses propres macros afin de meubler le rez-de-chaussée de notre bâtiment. Nous allons tout d'abord n'activer que le rez-de-chaussée du bâtiment en désélectionnant ici l'environnement 3D et en désélectionnant l'étage supérieur. Nous pouvons renommer le calque 32 Mobilier rez-de-chaussée, l'activer en rouge et conserver en filigrane le plan de rez-de-chaussée. Je ferme et vais pouvoir intégrer du mobilier particulier dans le projet. Les objets 3D que nous allons utiliser pour générer des macros et donc étoffer notre bibliothèque proviennent de la bibliothèque 3D SketchUp disponible en ligne. Pour télécharger ces documents, il est nécessaire de posséder un compte Gmail ou un compte Trimble. Les objets téléchargés par ce biais doivent être téléchargés de préférence dans une version antérieure à la version en cours de notre logiciel. Par exemple, si vous utilisez la version 2020 d'Alplan, il est préférable de télécharger des objets édités dans les versions de SketchUp allant jusqu'à 2019. Une fois les objets téléchargés, nous pouvons les importer dans le calque mobilier rez-de-chaussée. Pour ce faire, je me rends dans l'onglet Fichier, puis Importer, pour importer des données SketchUp. Je me rends ici à l'emplacement où les documents ont été enregistrés et je peux ici sélectionner l'objet à importer. Nous allons sélectionner l'objet téléchargé et l'isoler de manière à le positionner sur un fond blanc. Régulièrement, lorsque nous importons des objets SketchUp, ils apparaissent dans l'interface d'Alplan comme des macros. À l'import, les groupes générés dans le logiciel SketchUp se convertissent naturellement en macros à leur ouverture. Avant de commencer à modifier cet objet, nous avons la possibilité de nous rendre dans la boîte à outils Objet utilisateur afin de décomposer les macros importés. Je me rends ici dans Chaîner les macros, puis Décomposer les macros. Ici, je vérifie que le mode de décomposition est bien complet. Je sélectionne l'ensemble de l'objet, car il peut être composé de plusieurs macros, et j'applique. Afin de contrôler qu'il ne reste plus de macros dans l'objet, je peux refaire un lasso de sélection, et si aucun élément n'apparaît en rouge, c'est que toutes les macros ont été décomposées et que l'objet n'est plus composé que de surface ou de volume 3D. Afin d'enregistrer un objet en bibliothèque qui soit déjà texturé, il est nécessaire de grouper les éléments de cet objet par type de matériau. Je peux sélectionner ces éléments indépendamment les uns des autres dans la vue de face. Par exemple, nous pourrions sélectionner l'ensemble des pieds de ce sofa afin de leur appliquer une texture identique. Une fois sélectionnés, je vais donc les grouper en me rendant dans cet outil pour sélectionner groupe d'éléments. Les objets étant préalablement sélectionnés, le logiciel me demande le nom du groupe. Il n'est pas nécessaire ici de nommer le groupe. J'appuie donc sur Échappe. Si j'appuie à nouveau sur Échappe, les objets se désélectionnent et si je les resélectionne, ils sont bien groupés les uns avec les autres. Nous pouvons faire de même pour l'ensemble des assises. Je les sélectionne cette fois de gauche à droite de manière à ne pas resélectionner le groupe précédent. Et je vais grouper ces éléments de la même manière que précédemment. Le nom du groupe n'est pas nécessaire, j'appuie sur Échappe. Cette étape me permet, lorsque je clique droit dans la vue d'animation sur l'objet 3D, d'assigner des aspects de surface à chacun des groupes d'éléments. Je clique donc sur Assigner des aspects de surface et vais à cet endroit créer une nouvelle surface de manière à texturer mon sofa. Ici, je peux sélectionner une nouvelle couleur en cliquant sur la plage de couleurs. Par exemple, nous pourrions lui appliquer une couleur bleue. J'appuie sur OK et j'enregistre cette nouvelle texture. Si vous souhaitez que cette texture soit enregistrée dans la bibliothèque et qu'elle soit disponible lorsque vous importez à nouveau l'objet que nous allons enregistrer en bibliothèque dans un autre projet, il est préférable ici d'enregistrer cette nouvelle texture dans le bureau. Nous pouvons la nommer texture sofa formation et enregistrer. Nous appuyons sur OK pour valider cette nouvelle texture.
Je vais maintenant sélectionner dans la liste des textures mises à jour la texture sofa. Nous allons faire de même pour texturer les pieds de notre élément. Je vais donc cliquer droit sur un des pieds et assigner un aspect de surface quelconque à ceci. Je peux créer une nouvelle surface, sélectionner une couleur plus claire et lui appliquer une réflexion de 50. J'appuie sur OK pour valider. J'enregistre dans le bureau cette nouvelle texture comme étant du chrome. Je vais maintenant sélectionner le matériau Chrome Formation dans la liste des textures. Une fois l'objet texturé, nous pouvons passer à l'étape d'enregistrement de cet élément dans la bibliothèque d'Alplan. Les éléments enregistrés dans la bibliothèque d'Alplan sont des macros qui associent une représentation 2D de l'élément à une représentation 3D. Nous voyons ici que cet élément a une représentation 2D correspondant à une 3D. Il s'agit donc dans notre exercice de générer une vue 2D de cet élément maillé afin de pouvoir associer cette vue 2D à sa représentation 3D. Pour enregistrer une vue 2D, je positionne en plan l'objet 3D importé de manière à ne voir que celui-ci sur la vue en plan. Je peux maintenant me rendre dans la section Affichage pour sélectionner l'outil Face cachée filaire. Je valide le calcul face cachée et vais vérifier dans les formats de cet élément, comme nous l'avons fait pour les coupes et les élévations, que les arêtes masquées ne sont pas visibles. Si elles le sont, il faut les décocher de manière à ne pas obtenir de traits parasites sur la représentation 2D. J'appuie sur OK et je peux maintenant désélectionner ici la prise en compte de la lumière afin de ne pas voir apparaître sur ma représentation 2D les ombres portées des éléments. J'appuie sur OK pour valider et une représentation 2D de notre élément apparaît à l'écran dans une fenêtre particulière. J'ai la possibilité dans cette fenêtre de supprimer certains éléments qui ne m'intéressent pas. Une fois le nettoyage effectué, je peux sélectionner l'ensemble de cette représentation 2D, puis me rendre dans Édition et copier ces éléments 2D. Je peux fermer cette fenêtre. Ici, le logiciel me demande s'il est nécessaire d'enregistrer cette représentation 2D dans un calque en particulier. Nous pouvons cliquer sur Non, car nous allons nous rendre maintenant dans Édition et Coller, afin de coller cette représentation 2D non loin de la représentation 3D précédente. Toujours dans la boîte à outils Objet utilisateur, il s'agit maintenant pour nous de créer une macro en cliquant sur cet outil. La fenêtre de paramétrage de cette macro s'ouvre à gauche de l'écran et nous avons maintenant la possibilité de choisir quel sera son nom et dans quel répertoire de la bibliothèque l'enregistrer. Nous allons le nommer Sofa et nous allons l'enregistrer dans le répertoire Formation précédemment créé pour enregistrer les profils de nos couvertines et de nos chenaux. Nous pouvons donc nous rendre dans Bureau, puis dans le répertoire Formation, nous allons créer un nouveau groupe que nous pouvons nommer Objet 3D. Nous pouvons ouvrir ce groupe et cliquer sur Enregistrer afin de pointer ce répertoire. Nous allons définir deux sous-macros. La première sera composée de la représentation 2D de notre élément et la deuxième de la représentation 3D. Il s'agit donc de cliquer sur Définir une nouvelle sous-macro, de sélectionner ici la représentation 2D, puis de cliquer sur un point repérable de cette 2D que nous sélectionnerons ensuite sur la macro 3D. Je clique donc à cet endroit. Ici, j'observe que la sous-macro est apparue, que c'est une sous-macro visible en 2D, qu'elle sera visible de l'échelle 0 à l'échelle 1000, et que cette visibilité pourrait être modifiée à cet endroit. Si par exemple je souhaite que cette macro soit visible jusqu'au centième et qu'elle n'apparaisse plus après, je peux appuyer sur jusqu'à l'échelle plan et rentrer ici 100. Je vais maintenant définir une nouvelle sous-macro en sélectionnant cet onglet et en sélectionnant
ma 3D à l'écran. Je vais maintenant lui appliquer le même point de référence que celui précédemment sélectionné sur la 2D en cliquant à cet endroit. La sous-macro 2 est créée. Attention, puisqu'elle a été créée en la sélectionnant sur la vue en plan, cette sous-macro 2 sera visible en 2D et en 3D. Il est donc possible de désélectionner sa visibilité en 2D afin de ne pas voir apparaître le maillage. De la même manière, cette macro sera visible jusqu'au centième. Il s'agit maintenant de valider. Le logiciel me propose de positionner une première fois cet élément sur l'espace de travail afin de contrôler que la représentation 2D est bien apparente en vue en plan et qu'elle correspond bien dans l'espace à une représentation 3D. Je peux maintenant supprimer les éléments qui m'ont permis de générer cet objet de bibliothèque, ainsi que la macro positionnée. Nous allons maintenant contrôler que dans la bibliothèque, dans la section Bureau, Formation, Objet 3D, se trouve bien la macro générée précédemment. Pour positionner une macro en plan, je peux la sélectionner dans la bibliothèque en clic long glisser, de manière à la faire glisser dans mon plan. Je lâche le clic gauche et peux cliquer dans mon plan afin de positionner cette macro. J'ai la possibilité d'orienter mon élément en le faisant tourner, en le déplaçant ou en faisant des symétries. Je vais maintenant contrôler que cet élément est bien présent dans ma 3D. Nous pouvons maintenant faire de même avec un deuxième élément. Ainsi, nous allons nous rendre, comme tout à l'heure, afin de répéter cet exercice dans l'onglet Fichier, puis Importer, importer des données SketchUp, puis sélectionner dans le même répertoire que tout à l'heure, un deuxième élément à importer. J'appuie sur Ouvrir, l'élément se positionne non loin du zéro d'Alplan. Je l'isole, le positionne sur un fond blanc. Je vais maintenant, comme tout à l'heure, décomposer la macro s'il y en a une, en sélectionnant ici l'élément. Si rien n'apparaît en rouge, c'est que l'élément n'était pas composé du macro. Je peux donc appuyer sur Échappe. Je vais dans l'élévation pour sélectionner l'ensemble de mon élément et le grouper de manière à le texturer en une seule fois. Il n'est pas nécessaire de nommer le groupe. J'appuie donc sur Échappe et vais zoomer en 3D sur l'élément de manière à lui appliquer la texture Chrome. Je clique droit sur un des éléments, assigne des aspects de surface quelconques, me rends dans le bureau, dans la section sommaire, où c'est enregistré le Chrome que nous avons paramétré tout à l'heure. J'appuie sur OK et la texture est appliquée à l'ensemble de mon élément. Je vais maintenant réaliser une vue 2D de cet élément en le sélectionnant et en zoomant dessus dans la vue en plan. Attention, si vous générez une vue filaire face cachée alors que l'une des deux autres fenêtres de vue est sélectionnée, vous aurez ici une vue face cachée de l'élément en élévation et ici une vue face cachée de l'élément en 3D. Il s'agit donc d'être sûr d'avoir bien sélectionné ici la vue en plan. Je me rends ici dans les options d'affichage, puis sélectionne l'outil face cachée filaire. Je choisis Calcul face cachée et appuie sur OK. Je peux sélectionner l'ensemble de cet élément, me rendre dans le menu Édition pour copier cet élément. Je ferme la fenêtre qui vient d'apparaître et je n'enregistre pas son contenu dans un calque à part. Je me rends à nouveau dans Édition, puis je colle l'élément non loin de sa représentation 3D. Je vais maintenant générer une macro. Je peux la nommer lampe arc. Le dernier répertoire ciblé dans la bibliothèque reste le même. Je peux définir une nouvelle sous-macro et sélectionner sa représentation 2D, lui assigner un point d'origine en cliquant à un endroit repérable sur la 2D et sur la 3D. Ici, cette représentation sera valable
en 2D à partir de l'échelle 0 et jusqu'à l'échelle 1000. Comme tout à l'heure, je peux modifier cette échelle. Je définis la deuxième sous-macro en sélectionnant l'élément 3D et le point de référence de cette nouvelle sous-macro est le même que celui que nous avons sélectionné en 2D. Attention, cette macro ayant été sélectionnée en plan, elle sera visible pour l'instant en 2D et en 3D. Nous pouvons donc désélectionner 2D. Une fois cela effectué, j'appuie sur OK. Le logiciel me propose de positionner cet élément pour contrôler cette macro et j'observe qu'à la représentation 2D en plan correspond bien dans l'espace sa représentation 3D. Je puis supprimer l'ensemble de ces éléments et depuis la bibliothèque, importer cet élément dans le projet. Je peux l'orienter et la déplacer à loisir. Je vais contrôler dans la 3D que l'élément est bien apparu et constate ici que l'élément que nous avons importé était d'une taille trop faible. J'ai la possibilité, si je le souhaite, de redimensionner une macro que nous avons créée ensemble. Je vais donc sélectionner cet élément et me rendre ici dans Redimensionner. Je sélectionne Redimensionner et clique sur un point d'origine. Ici, le logiciel me demande un facteur de redimensionnement. Nous pouvons lui appliquer un facteur de redimensionnement égal à 1,5 en X, en Y et en Z. Je repositionne cet élément à l'endroit souhaité. Si je souhaite décomposer une macro que nous avons créée ou une macro existante dans le logiciel, en cliquant droit dessus, j'ai la possibilité de la décomposer à cet endroit. Attention, si vous cliquez droit dessus en plan, la partie de la macro conservée sera la vue 2D. En revanche, si vous la sélectionnez en élévation, la partie conservée de la macro sera bien la 3D. Il sera donc possible ainsi de redéfinir une macro en l'enregistrant à la place d'une macro précédente. Dans le prochain exercice, nous verrons comment mettre en page des plans et paramétrer les impressions papier ou PDF de nos éléments.